Il y a des cinémas qui cherchent l'évasion. Et puis, il y a ceux qui regardent leur société droit dans les yeux. Depuis les premières images tournées à Rio jusqu'aux films récompensés à Cannes, les écrans brésiliens racontent un pays traversé par les contrastes. Richesse et pauvreté, tradition et rupture, pouvoir et contestation. Ici, le réel devient la matière même des récits. Les villes, les favelas, les conflits sociaux, tout finit par entrer dans le cadre. Bienvenue sur les archives du 7e art. Aujourd'hui, on découvre le cinéma brésilien. À la fin du 19e siècle, une invention vient bouleverser durablement le rapport au réel. Le cinématographe Lumière est mis au point par les frères Lumière. À la fois caméra, projecteur et tireuse de copies, l'appareil permet pour la première fois de filmer, développer et projeter des images animées avec une relative simplicité. Et le Brésil, contrairement à certaines idées reçues, entre très tôt dans cette révolution des images. Le 8 juillet 1896, une première projection publique est organisée à Rio de Janeiro. À peine un an après les expériences parisiennes, le cinéma traverse l'Atlantique et s'installe dans un pays en pleine recomposition, encore marqué par l'abolition de l'esclavage en 1888 et la proclamation de la République en 1889. C'est dans ce contexte que les premiers pionniers font leur apparition. Parmi eux, Afonso Segreto, qui réalise en 1898 ce qui est généralement considéré comme le premier film tourné sur le sol brésilien. Une vue de la baie de Guanabara captée depuis un navire. Ses débuts restent pourtant marqués par de fortes contraintes matérielles. L'électricité est instable, les infrastructures quasiment inexistantes et les équipements doivent être importés. Dans ces conditions, la production reste limitée. Les premières œuvres sont essentiellement documentaires, on filme des rues, des cérémonies officielles, des événements publics. Le cinéma sert autant à témoigner du réel qu'à projeter l'image d'un pays moderne en construction. Peu à peu, les films brésiliens s'éloignent de la simple captation pour entrer dans le champ de la fiction. Cette évolution passe notamment par les films de crime, inspirés de faits divers largement relayés par la presse. L'un des exemples les plus connus, Os Estranguladores, Les Étrangleurs en français, rencontre un véritable succès public largement commenté dans les journaux de l'époque. Pendant ce qu'on appelle la belle époque du cinéma brésilien, entre 1908 et 1910, les genres se multiplient. Comédie, mélodrame, films religieux, récits historiques, mais aussi des œuvres fantastiques influencées par les expérimentations d'un certain Jorge Méliès. Et comme le cinéma est encore muet, certaines projections prennent une forme hybride. Des interprètes viennent en salle pour raconter, jouer ou chanter en direct, brouillant la frontière entre cinéma et spectacle vivant. Une logique qu'on retrouve sous une autre forme avec les benchi au Japon. Le Brésil semble alors poser les bases d'une véritable industrie cinématographique nationale, même si celle-ci reste encore largement artisanale et fragile. Mais un autre problème, plus discret et pourtant fondamental, apparaît à cette époque, et il explique pourquoi ces films sont aujourd'hui si difficiles à trouver. La grande majorité des œuvres produites jusqu'aux années 1930 a tout simplement disparu. Les pellicules en nitrate étaient extrêmement fragiles et hautement inflammables. Dans un climat tropical marqué par l'humidité et la chaleur, leur dégradation était encore plus rapide. Et surtout, aucune politique de conservation n'existe encore. Les films ne sont pas considérés comme un patrimoine à préserver. Une fois projetés, beaucoup sont abandonnés, détruits ou recyclés. Autrement dit, ce que nous connaissons aujourd'hui de ses débuts tient davantage de la trace que de l'archive. Quelques fragments subsistent, parfois des reconstitutions, mais une grande partie de ce premier cinéma brésilien a disparu. Dès ses origines, le cinéma brésilien ne se contente pas d'enregistrer le réel, il participe déjà à la construction d'un imaginaire national, un enjeu qui, comme on le verra, traversera toute son histoire. Au tournant des années 1910, le cinéma brésilien entre dans une période paradoxale. Après l'effervescence des débuts, l'élan semble se briser. La production ralentit brutalement et ce qui ressemblait aux prémices d'une véritable industrie nationale commence à s'effondrer. L'une des causes majeures vient de l'extérieur, les écrans brésiliens sont désormais envahis par des productions européennes et surtout américaines. Face à des films plus longs, mieux structurés et techniquement plus avancés, les productions locales peinent à rivaliser. Faute de moyens, de structures solides et de soutien institutionnel, le cinéma national entre dans une phase de déclin dès les années 1910. Pourtant,
le cinéma brésilien ne disparaît pas, il se transforme. Privé de grands centres industriels, il se fragmente et donne naissance à ce qu'on appelle aujourd'hui les cycles régionaux. À défaut d'un cinéma national unifié, une multitude de foyers de production apparaissent un peu partout dans le pays. Des structures souvent modestes, parfois éphémères, portées par quelques passionnés. L'un des plus importants se développe dans la région de Recife, au nord-est du Brésil. Dans les années 1920, des cinéastes comme Gentil Roys ou Edson Chagas y réalisent plusieurs films souvent mélodramatiques destinés à un public local. Parmi eux, A Itália da Playa, sorti en 1925, reste l'un des exemples les plus emblématiques de cette production régionale. D'autres cycles émergent à Campinas ou à Porto Alegre, mais l'un des plus marquants reste sans doute celui de Catagueses. C'est là qu'apparaît une figure essentielle du cinéma brésilien, Humberto Mauro. Entre le milieu et la fin des années 1920, il réalise plusieurs films majeurs, dont La Primavera da Vida en 1926 et surtout Blasa Dolmida. Avec Mauro, le cinéma brésilien franchit un cap. Son travail révèle une véritable recherche formelle, un sens du montage et une attention nouvelle portée au paysage comme au visage. On n'est plus simplement dans une logique de captation artisanale, mais dans la recherche d'une véritable écriture cinématographique, faite de débrouille, d'expérimentation et d'adaptation. Cette fragilité s'explique aussi par le contexte du pays. Le Brésil reste alors majoritairement rural, marqué par de profondes inégalités sociales et une industrialisation encore lente. Rio de Janeiro et Sao Paulo amorcent leur modernisation, mais une grande partie de la population vit encore dans des conditions précaires. Et ce contraste se retrouve directement à l'écran. Les films oscillent souvent entre deux visions, celle d'un Brésil moderne, urbain, tourné vers le progrès, et celle d'un pays plus rural, attaché à ses réalités locales, à ses traditions et à ses paysages régionaux. Entre 1910 et 1930, le cinéma brésilien traverse donc une période de crise, mais aussi de recomposition. Privé d'un centre dominant, il se disperse, se réinvente à l'échelle locale et pose, presque malgré lui, les bases d'une identité cinématographique propre. Car dans cette fragmentation, dans cette précarité même, se dessine déjà une constante du cinéma brésilien, celle d'un art qui, faute de moyens, trouve dans ses marges une forme de liberté. Au tournant des années 1930, le cinéma brésilien entre dans une nouvelle phase décisive de son histoire. Après des décennies marquées par l'instabilité et la fragmentation, une innovation vient complètement rebattre les cartes. L'arrivée du son. Comme ailleurs dans le monde, le passage au cinéma parlant provoque une véritable révolution technique et culturelle. Mais au Brésil, cette transition marque aussi le début d'une profonde réorganisation du secteur. Peu à peu, la production se concentre, s'organise et commence à se rapprocher d'un véritable modèle industriel. C'est dans ce contexte qu'apparaissent les premiers grands studios de cinéma. Parmi eux, Cinédia, fondé en 1930 à Rio de Janeiro, joue un rôle pionnier. Inspiré des grands studios hollywoodiens, le projet ambitionne de produire des films populaires, techniquement maîtrisés et capables de séduire un large public. Avec ces nouvelles structures, le cinéma brésilien change d'échelle. Les tournages se professionnalisent, les équipes se stabilisent et de véritables plateaux voient le jour, avec décors construits, éclairage contrôlé et organisation du travail plus rigoureuse. Pendant un temps, le pays semble même capable de rivaliser avec les standards internationaux. Mais cette industrialisation repose aussi sur des choix esthétiques et commerciaux très marqués. Le genre dominant de cette période, ce sont les chanchadas, littéralement des farces ou des bouffonneries. Ces comédies musicales populaires mêlent humour, musique, carnaval et satire sociale dans un ton léger et souvent burlesque. Immensément populaires, elles s'adressent avant tout à un public urbain de plus en plus nombreux. Elle montre un Brésil festif, rythmé par la musique et les célébrations populaires, tout en reprenant parfois les codes du cinéma hollywoodien. Parmi les grandes figures de cette époque, on retrouve Carmen Miranda, dont l'image colorée et exubérante devient rapidement un symbole du Brésil à l'international. Mais aussi Oscarito et Grande Otelo, duo incontournable de comédie de l'époque. Plusieurs films illustrent parfaitement cette tendance, comme Allo Allo Carnaval, sorti en 1936, ou Este Mundo e un Pandeiro, Ce monde est un tambourin, en 1947. Des œuvres pensées avant tout pour divertir, avec un rythme soutenu et un ancrage fort dans la culture populaire brésilienne. Mais derrière ce succès public, certaines limites apparaissent déjà. Le modèle des studios reste fragile, dépendant de financements instables, et confronté à une concurrence toujours écrasante des productions étrangères, surtout hollywoodiennes. Et surtout, ces films privilégient souvent le divertissement au détriment d'une représentation plus critique des réalités sociales du pays.
car le Brésil des années 1930 à 1950 traverse de profondes transformations. Les grandes villes prennent de plus en plus d'ampleur, tandis que le pouvoir politique se centralise sous le régime de Getúlio Vargas. Cette période est marquée par une volonté forte de construire une identité nationale, et le cinéma participe pleinement à ce projet. Entre les années 1930 et 1950, le cinéma brésilien connaît donc une phase de stabilisation et de structuration sans précédent. Grâce à l'arrivée du son et au développement des studios, il devient une véritable industrie culturelle populaire. Mais derrière cette réussite se profile déjà une tension essentielle, celle entre un cinéma de divertissement, largement influencé par les modèles étrangers, et la nécessité, encore discrète mais de plus en plus présente, de représenter le Brésil dans toute sa complexité. Une tension qui donnera bientôt naissance à l'un des mouvements les plus importants de toute l'histoire du cinéma brésilien. Au tournant des années 1950, le cinéma brésilien entre dans une nouvelle phase de transition. Après l'ère des studios et le succès populaire des chanchadas, ces grandes comédies musicales légères, un certain essoufflement commence à se faire sentir. Derrière ces productions festives, une nouvelle génération de cinéastes aspire désormais à autre chose. Un cinéma plus ancré dans le réel, plus exigeant sur le plan esthétique, mais surtout plus attentif aux fractures sociales du pays. Cette évolution s'inscrit dans un contexte plus large, car le Brésil des années 1950 se transforme rapidement et le cinéma commence à devenir le reflet de ces bouleversements. Parmi les figures majeures de ce tournant, Nelson Pereira dos Santos occupe une place centrale. En 1955, il réalise Rio 40°, souvent considéré comme un film fondateur, malgré une réception controversée et une première censure. Tourné dans les rues de Rio avec des acteurs non professionnels, le film suit le quotidien de jeunes vendeurs ambulants. Inspiré du néoréalisme italien, il rompt radicalement avec l'esthétique des studios et propose une vision beaucoup plus brute, plus directe de la société brésilienne. Dans la même dynamique, Rio Zona Norte, Rio Zone Nord, prolonge cette approche à travers le destin d'un musicien populaire confronté aux mécanismes d'exploitation du milieu artistique. Là encore, le cinéma devient un véritable outil d'observation sociale, presque documentaire. Mais cette transformation ne repose pas sur un seul cinéaste. À Sao Paulo, une autre tentative de structuration industrielle voit le jour avec la création de la Companhia Cinematográfica Veracruz. Fondée à la fin des années 1940, le studio ambitionne de produire des films capables de rivaliser avec les standards internationaux, aussi bien sur le plan technique que narratif. Parmi ses productions les plus célèbres figure O Cangaceiro, Le Bandit, réalisé par Lima Barreto. Le film rencontre un important succès international, notamment au Festival de Cannes, et contribue à faire connaître le cinéma brésilien à l'étranger. Son esthétique reste plus classique, influencée par le cinéma d'aventure, mais profondément ancrée dans un imaginaire brésilien, celui du Sertão, les régions arides de l'intérieur du pays, et des bandits du Nord-Est, le nord-est brésilien. Pourtant, malgré ses succès, l'expérience Veracruz reste de courte durée. Le modèle économique trop ambitieux ne résiste pas durablement à la concurrence étrangère. Et cette tentative révèle parfaitement les tensions qui traversent alors le cinéma brésilien. Faut-il chercher à reproduire les modèles internationaux ou inventer une nouvelle forme capable de raconter le pays dans sa propre réalité ? Peu à peu, une réponse commence à émerger. Elle passe par un rejet partiel des codes dominants, mais surtout par une volonté de filmer le Brésil tel qu'il est, dans sa diversité, ses contradictions et ses inégalités. Les décors naturels, les personnages issus des classes populaires et les récits ancrés dans le quotidien deviennent progressivement centraux. Cette évolution annonce directement l'émergence d'un mouvement majeur, le cinéma novo, littéralement le nouveau cinéma. Au début des années 1960, une nouvelle génération de cinéastes va pousser ses idées encore plus loin en faisant du cinéma non seulement un outil de représentation, mais aussi un instrument critique, politique et esthétique. Entre 1950 et 1964, le cinéma brésilien amorce donc un tournant majeur. Il s'éloigne progressivement du cinéma de divertissement hérité des studios pour se rapprocher d'une forme plus moderne, plus engagée et socialement consciente. Une mutation essentielle qui prépare le terrain à l'une des périodes les plus intenses et les plus influentes de son histoire. L'année 1964 marque une rupture brutale dans l'histoire du Brésil. À la suite d'un coup d'état militaire, le président Goulart est renversé, ouvrant la voie à une dictature qui durera plus de 20 ans. Soutenu par une partie des élites économiques, et dans le contexte tendu de la guerre froide, le régime militaire s'installe au nom de la lutte contre le communisme et du rétablissement de l'ordre. Les conséquences se font rapidement sentir dans toute la société. Les libertés politiques reculent, les opposants sont surveillés, censurés, emprisonnés,
et parfois contraint à l'exil. Et à partir de 1968, la répression franchit encore un cap avec l'acte institutionnel numéro 5 qui suspend une partie des garanties constitutionnelles et renforce considérablement les pouvoirs du régime. Le monde artistique est directement touché par ces transformations. Le cinéma, comme les autres formes d'expression culturelle, devient à la fois un espace surveillé et un enjeu stratégique. Les films passent devant des commissions de censure, les scénarios sont contrôlés et toute critique explicite du pouvoir devient interdite. C'est pourtant au cœur de ce climat de contrainte qu'émerge l'un des mouvements les plus importants de l'histoire du cinéma brésilien, le cinéma novo. Né au début des années 1960, avant même le coup d'État, ce mouvement cherche à rompre radicalement avec le cinéma commercial dominant. Inspiré par le néoréalisme italien et la nouvelle vague française, ces cinéastes défendent un cinéma à la fois esthétique, politique et profondément ancré dans la réalité brésilienne. La figure centrale du mouvement, c'est Glauber Rocha. Dans ses textes, il développe l'idée d'une esthétique de la faim, affirmant que la pauvreté, la violence sociale et les déséquilibres du Brésil ne doivent pas seulement être montrés, mais devenir la matière même du langage cinématographique. Ces films incarnent pleinement cette vision. Le film Le Dieu Noir et le Diable Blond propose une fresque violente et poétique du Sertão, mêlant mysticisme, révolte sociale et figures presque mythologiques. Quelques années plus tard, Tela Trans, Terre en transe, développe une allégorie politique complexe, directement nourrie par les tensions qui ont conduit au coup d'État. Aux côtés de Da Rocha, d'autres réalisateurs jouent un rôle essentiel. Nelson Pereira dos Santos avec Vidas Secas, Vie sèche, ou encore Rui Guerra avec Os Fuzis, les fusils. Cette volonté de filmer un Brésil réel marqué par la pauvreté, les inégalités et les tensions sociales devient centrale. Mais le durcissement du régime complique rapidement cette démarche. À partir de la fin des années 1960, la censure se renforce encore. Certains cinéastes choisissent l'exil, comme Glauber Rocha, d'autres restent au Brésil et développent des stratégies de contournement. Les métaphores, les allégories, les récits symboliques. Le cinéma devient alors un langage codé où le discours politique se cache derrière des images parfois complexes. Parallèlement, un autre courant émerge, le cinéma marginal, parfois surnommé Udi Grudi, adaptation brésilienne du mot underground. Encore plus radical que le cinéma novo, ce mouvement adopte des formes expérimentales, provocatrices, en rupture totale avec les récits classiques. Des réalisateurs comme Rogério Sganzerla avec O Bandido da Luz Vermelha, Le bandit au phare rouge, développe un cinéma fragmenté, ironique et profondément critique de la société brésilienne. Le régime militaire met alors en place une politique culturelle profondément paradoxale. D'un côté, il censure et réprime, et de l'autre, il cherche à structurer l'industrie cinématographique, notamment avec la création d'Embrafilm en 1969, une entreprise publique chargée de financer et distribuer les films brésiliens. Cette contradiction traverse toute la société brésilienne. Dans les années 70, le pays connaît une forte croissance économique, ce qu'on appellera le miracle brésilien. Mais cette expansion s'accompagne aussi d'un creusement des inégalités et d'un contrôle social toujours plus fort. La culture devient alors un espace de tension permanent entre expression artistique et surveillance politique. Faire des films dans ce contexte relève souvent de l'équilibre. Il faut composer avec la censure, trouver des financements, contourner les interdits. Certains réalisateurs choisissent des sujets moins frontalement politiques, d'autres poursuivent la critique du régime, parfois de manière plus discrète ou symbolique. Le cinéma devient alors un véritable espace de résistance indirecte où le montage, la narration ou les symboles portent eux-mêmes un discours. Entre 1964 et 1985, le cinéma brésilien évolue donc dans un climat de fortes contraintes, mais aussi d'une immense créativité. Entre le cinéma novo, le cinéma marginal et les productions plus institutionnelles, il reflète les tensions d'un pays traversé par la répression, mais aussi par une volonté persistante de penser et représenter sa propre réalité. Une période où, plus que jamais, filmer devient un acte politique. Après plus de 20 ans de dictature militaire, le Brésil amorce progressivement son retour à la démocratie. En mars 1985, Tancredo Neves est élu président. Mais sa mort, quelques semaines plus tard, conduit finalement à l'arrivée au pouvoir de José Sarney. Le pays entre alors dans une période de transition politique complexe, portée par un véritable espoir démocratique, mais aussi marquée par une forte instabilité économique et sociale. Pour le cinéma, cette nouvelle période représente à la fois une libération
et un immense défi. Peu à peu, la censure recule, permettant aux cinéastes d'aborder des sujets longtemps interdits comme la mémoire de la dictature, les inégalités sociales, la violence urbaine ou encore les tensions ethniques et régionales. Mais cette liberté nouvelle s'accompagne aussi de difficultés économiques considérables. L'affaiblissement progressif des structures de soutien au cinéma, jusqu'à la disparition d'Ambrafilm en 1990, combiné à la crise économique qui touche le pays, provoque ce qu'on appellera bientôt le collapso do cinéma nacional, l'effondrement du cinéma national. Au début des années 1990, la production brésilienne chute brutalement. Sur le plan artistique, plusieurs tendances commencent alors à se dessiner. Certains réalisateurs issus du cinéma novo, comme Nelson Pereira dos Santos, se tournent vers des œuvres plus introspectives, centrées sur la mémoire de la dictature et la question de l'identité nationale. D'autres, comme Carlos Diegues, cherchent à préserver une forme de cinéma populaire tout en conservant une dimension sociale et politique. Cette période voit aussi émerger plusieurs films marquants. Bye Bye Brésil, bien qu'un peu antérieur, reste une œuvre emblématique de cette époque. Le film accompagne les artistes ambulants à travers un pays en pleine transformation où les anciens repères culturels semblent peu à peu disparaître. De son côté, O Homem da Capa Preta, l'homme à la cape noire, revisite certaines figures politiques et médiatiques brésiliennes tout en expérimentant des formes narratives plus hybrides. Dans ce contexte, les réalisateurs doivent constamment jongler entre contraintes financières, difficultés de distribution et ambitions artistiques. Le cinéma brésilien devient alors plus indépendant, plus libre dans ses formes, mais aussi beaucoup plus fragile économiquement. Avec le déclin d'Ambrafilm, les petites structures et les collectifs de production se multiplient. Le cinéma se réinvente dans des conditions de grande autonomie, souvent au prix d'une forte précarité. Cette période marque aussi un retour important du documentaire et de la fiction sociale. Les cinéastes cherchent à capter les transformations rapides du Brésil post-dictature. L'expansion des grandes villes, l'émigration interne, les inégalités persistantes et les tensions politiques qui traversent encore la société. Entre 1985 et le début des années 1990, le cinéma brésilien se retrouve donc à un véritable tournant. Libéré de la censure politique, il doit désormais affronter une crise économique profonde tout en essayant de redéfinir sa place et son identité. C'est une période fragile, parfois chaotique, mais aussi extrêmement féconde sur le plan créatif. Et malgré les difficultés, elle prépare déjà le grand renouveau des années 1990 qui permettra progressivement au Brésil de retrouver une place majeure sur la scène cinématographique internationale. Les années 1990 marquent un véritable renouveau pour le cinéma brésilien, une période souvent décrite comme la renaissance du cinéma national. Après la crise profonde des années 1980, l'industrie se reconstruit progressivement, portée par une nouvelle génération de réalisateurs décidés à raconter le Brésil contemporain dans toute sa complexité sociale, culturelle et politique. Pour comprendre ce retour, il faut aussi regarder le contexte du pays. La fin de la dictature ouvre une transition démocratique progressive, mais loin d'être stable. Le début de la décennie est marqué par de fortes tensions économiques et politiques, notamment sous la présidence de Fernando Collor de Mello. Ce n'est qu'avec l'arrivée d'Itamar Franco qu'une forme de stabilisation commence à apparaître, accompagnée d'une reconstruction progressive des politiques culturelles et cinématographiques. Plusieurs réformes économiques sont mises en place, ainsi que de nouveaux dispositifs de soutien au cinéma. Parmi eux, la loi du cinéma de 1993 joue un rôle essentiel. Elle permet aux entreprises privées de déduire de leurs impôts les investissements réalisés dans la production cinématographique, offrant un souffle décisif à la reprise du secteur. Sur le plan artistique, cette période se caractérise par une grande diversité. Les héritiers du cinéma novo poursuivent leurs réflexions sur la société brésilienne, tandis qu'une nouvelle génération de cinéastes impose des formes narratives et visuelles inédites. Parmi eux, Walter Salles s'impose comme une figure majeure. Avec Terra Estrangeira, Terre étrangère, co-réalisé avec Daniela Thomas, il développe un regard à la fois social et profondément mélancolique. Mais c'est surtout avec Central do Brasil qu'il acquiert une reconnaissance internationale. Le film suit la relation entre une ancienne institutrice solitaire et un jeune garçon parti à la recherche de son père à travers le pays. Un récit intime qui devient aussi une manière de traverser le Brésil entre grandes villes, paysages ruraux et fractures sociales. D'autres films, comme Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, de Carla Camurati, revisitent quant à eux l'histoire brésilienne avec humour et inventivité. Cette diversité montre à quel point le cinéma brésilien cherche alors à explorer de nouvelles voies. Les années 90 voient aussi le retour progressif d'une véritable structure de diffusion. Les salles se modernisent, les festivals se développent, notamment ceux de Brasilia et de Gramado, et le public recommence peu à peu à se tourner vers les productions nationales, malgré la domination toujours présente du cinéma hollywoodien. Le cinéma brésilien retrouve également une visibilité internationale. Les films circulent dans les grands festivals, remportent des récompenses et attirent de nouveau l'attention de la critique mondiale. Central do Brasil et O Catrillo symbolisent particulièrement ce retour sur la scène internationale. Ils montrent qu'à la fin des années 90, le cinéma brésilien est de nouveau capable de concilier ambition artistique,
regard social et succès public. Entre 1990 et 2000, le cinéma brésilien se reconstruit donc en profondeur. Il puise dans son héritage historique, expérimente de nouvelles formes narratives et retrouve progressivement une place importante dans le paysage cinématographique mondial. Une reconstruction qui prépare directement les grands succès internationaux des années 2000. Depuis les années 2000, le cinéma brésilien connaît une nouvelle phase d'affirmation internationale et de diversification. Après la reconstruction amorcée dans les années 90, l'industrie se consolide progressivement grâce aux politiques de financement public, même si celles-ci restent étroitement liées au changement politique du pays. Le Brésil s'impose alors comme un acteur majeur du cinéma mondial. En 2002, Fernando Meirelles marque durablement les esprits avec La Cité de Dieu. Le film plonge dans la violence des favelas de Rio de Janeiro à travers une mise en scène nerveuse, un montage extrêmement dynamique et une approche presque documentaire. Son succès international est immense. Et surtout, il révèle au monde entier un cinéma brésilien capable de mêler puissance esthétique, regard social et efficacité narrative. À partir de là, une nouvelle génération de réalisateurs gagne en visibilité. José Padilha, par exemple, explore un cinéma de genre beaucoup plus frontal avec Tropa de Elite, sorti en 2007. À travers le quotidien d'une unité spéciale de la police de Rio, le film déclenche d'importants débats au Brésil autour de la violence, de la corruption et du rôle des forces de l'ordre. Cette période marque justement une évolution importante. Le cinéma brésilien ne se limite plus au drame social classique. Il investit aussi le thriller, le film policier ou même l'horreur pour interroger les tensions du pays contemporain. En parallèle, le cinéma indépendant continue de se développer. Les festivals de Brasilia ou de Rio deviennent des espaces essentiels pour faire émerger de nouvelles voies et des formes plus expérimentales. Plusieurs réalisateurs s'imposent alors sur la scène internationale. Ana Mualert, avec Keolas et la Volta, une seconde mère, explore les rapports de classe et la place des employés domestiques dans les grandes villes brésiliennes. Kleber Mendonça Filho, lui, développe un cinéma plus sensoriel et politique, avec Au Som ao Redor, Les bruits de Recife, puis Aquarius et Bacurau. Il s'intéresse aux tensions sociales, à la mémoire, à la violence et aux transformations du Brésil contemporain. Bacurau, co-réalisé avec Juliano Dornelles en 2019, devient d'ailleurs l'un des symboles du cinéma brésilien récent. Mélange de western, de science-fiction et de satire politique, le film propose une vision à la fois étrange, violente et profondément critique du pays. Dans les années 2010 et 2020, le cinéma brésilien élargit aussi fortement ses thématiques. Les questions liées au genre, à la sexualité, aux identités raciales, aux peuples autochtones ou encore aux inégalités sociales occupent une place de plus en plus importante. Cette diversité de regards reflète les tensions profondes qui traversent la société brésilienne contemporaine. Mais elle montre aussi la capacité du cinéma à devenir un espace de débat, de mémoire et parfois même de résistance culturelle, notamment dans un contexte politique redevenu plus polarisé à partir de la fin des années 2010. Aujourd'hui, le cinéma brésilien se caractérise avant tout par sa pluralité. Il mêle cinéma populaire, œuvres expérimentales, films politiques, documentaires et productions internationales. Malgré les crises économiques, les tensions politiques et les difficultés de financement, qui reviennent régulièrement, il continue de se réinventer. Et surtout, il confirme une constante présente depuis ses origines, celle d'un cinéma profondément lié aux réalités du pays, capable de transformer ses fractures sociales, ses contradictions et ses marges en véritable force créative. Finalement, toute l'histoire du cinéma brésilien semble traversée par une seule et même question. Comment représenter le Brésil dans toute sa complexité ? Un pays immense, profondément inégalitaire, traversé par des héritages coloniaux, des fractures sociales, des violences politiques, mais aussi par une richesse culturelle et humaine exceptionnelle. Et d'une certaine manière, le cinéma brésilien n'a jamais totalement répondu à cette question. Parce qu'aucun film, aucun mouvement, aucun cinéaste ne peut résumer à lui seul un pays aussi multiple. Le cinéma novo a tenté de filmer la faim, la pauvreté et les tensions sociales. Les chanchadas ont montré un Brésil populaire, festif et urbain. Les films contemporains explorent les violences des grandes villes, les questions de classe, d'identité, de mémoire ou de territoire, mais chaque époque révèle surtout une nouvelle facette du pays, sans jamais parvenir à l'enfermer dans une image définitive. Et c'est peut-être précisément là que réside la force du cinéma brésilien. Non pas dans sa capacité à expliquer le Brésil une bonne fois pour toutes, mais dans sa manière de le questionner constamment, de confronter ses contradictions, de filmer ses marges, ses transformations, ses fractures et ses résistances. Car au fond, le cinéma brésilien ne cherche pas seulement à représenter le réel, il cherche surtout à comprendre ce que signifie vivre dans un pays où tout semble coexister. La modernité et les inégalités, la violence et la fête, l'espoir et la désillusion. Et depuis plus d'un siècle,
C'est cette tension permanente qui donne au cinéma brésilien sa force, son identité et sa place à part dans l'histoire du cinéma mondial. Merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à partager, liker, commenter, et on se retrouve pour un prochain épisode. Ciao!